Alors, bonjour tout le monde. Nous allons commencer. Je me présente, premièrement. Est-ce que je peux avoir votre attention de 2 secondes? Merci. Alors, je me présente, je suis Donald Derry, je suis président de l'ANRF Outaouais. Ça me fait grandement plaisir de vous accueillir à cette deuxième déjeuner-conférence de la saison. Et puis, je vous remercie de vous être déplacés pour assister à cette importante visioconférence qui est intitulée « Votre vie, votre héritage, axé sur l'importance de planifier maintenant pour obtenir une tranquillité d'esprit pour nous et nos êtres chers ». Alors, je profite également de l'occasion pour saluer nos abonnés Facebook qui se joignent à nous via une diffusion en direct de cette visioconférence. Alors, bonjour les gens sur Facebook. Nous vous demandons d'attendre pour vos questions à la fin. Une période va être allouée à cette fin. Alors, j'aimerais remercier notre partenaire principal, Dignité, d'avoir proposé de nous accueillir ici, à la maison funéraire Racine, Robert et Gauthier Beauchamp, en plus de nous offrir le déjeuner et des rafraîchissements. Alors, sans plus tarder, j'aimerais inviter le directeur du territoire de Québec, de Dignité, M. Simon Dubé, à nous présenter la conférencière de ce matin. M. Dubé. Merci. Bonjour. Bonjour et bienvenue tout le monde. Je suis content de vous voir présent, même avec la petite neige qu'on a eue ce matin. Je n'étais pas certain là s'il y a des gens qui étaient pour annuler. Merci d'être ici. Je pense que vous allez avoir une belle présentation. Je suis curieux, avant de débuter la conférence, c'est qui ici aujourd'hui que c'est la première fois qu'il voit notre établissement funéraire? Si vous pouvez lever la main. Alors, tout un changement comparativement à nos installations dans le passé. Et puis, je suis fier de vous accueillir dans notre merveilleuse salle de réception ici. Alors, merci encore une fois. J'aimerais vous introduire la conférencière. Son nom est Liette Lapointe. Liette est une professionnelle du domaine funéraire cumulant 35 années d'expérience. Depuis ses débuts dans cette industrie passionnante, elle s'est consacrée à offrir un service exceptionnel à ses familles, plaçant toujours les besoins et les souhaits de ses familles en premier plan. Dotée d'une approche chaleureuse et compatissante, Liette est une fervente partisane de la planification funéraire. Convaincue que les préarrangements soulagent un fardeau supplémentaire aux familles lors des moments difficiles, elle encourage les personnes à considérer cette option afin de garantir que leur dernière volonté soit respectée. Elle s'engage à guider ses clients à travers ce processus parfois intimidant et à leur fournir les informations nécessaires pour faire des choix éclairés. Liette est titulaire d'un baccalauréat en anthropologie de l'Université de Montréal. Pendant son temps libre, elle aime faire de la course et tout récemment de la voile. Alors on accueille Liette Lapointe. Merci Simon, Monsieur Derry, merci. Merci de votre présence ici ce matin. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Alors, merci à Simon pour la présentation. Je vais tout simplement vous parler très brièvement de ma carrière. Alors, oui, ça fait 35 ans que je travaille pour le réseau Dignité. Mais j'ai été élevée dans une maison funéraire. Mon père était thanatologue, directeur de funérailles. Okay. Quand j'ai terminé mes études à l'Université de Montréal, je travaillais déjà pour la maison funéraire à temps partiel. Et puis, ils m'ont offert un poste à temps plein en préarrangement. Puis, ma réponse initiale était « non, merci ». Je vous explique pourquoi. Moi, ce que je connaissais du domaine funéraire, c'était du 24 sur 24. Je me souvenais, quand j'étais très jeune, on faisait nos valises pour partir pour aller voir la parenté au New Hampshire pour les fêtes. Et puis, à la dernière minute, mon père recevait un appel, il y avait un décès, puis on devait tout annuler.
Alors, c'était toujours les familles qui étaient la priorité. Quand j'étais jeune, puis ma mère essayait d'organiser des fêtes, les amis ne voulaient jamais venir chez nous parce qu'on vivait à la maison funéraire. Elle décorait la cour avec des ballons pour les inciter à venir. Alors, c'est vraiment là, les souvenirs que j'avais. Mais j'ai eu une conversation avec mon père qui m'a dit « Ah, Liette, essaie. Tu vas voir, peut-être que tu vas aimer ça. » Et ça fait 35 ans. Et pour moi, le travail que je fais et mon rôle, c'est réellement d'éduquer les gens en préarrangement, de les aider, de les conseiller à se préparer pour ne pas laisser un fardeau à leur famille. Okay? Alors, la mission du réseau Dignité est de s'assurer qu'aucune famille nous arrive au seuil de la porte au moment d'un décès sans être préparée. Au courant de la présentation, je vais vous demander de vous mettre en situation, d'essayer de bien comprendre ce que les gens vivent au moment du décès. Je sais que ce n'est pas un sujet qui est facile. Hein? C'est un sujet auquel on pense, hein? Mais c'est rarement un sujet qu'on discute avec la famille, avec des amis, mais c'est important. Alors, je vais vous demander réellement de vous mettre en situation. La première question que je vais vous poser, c'est d'imaginer, lors de votre décès, comment les membres de votre famille, comment vos amis vont honorer votre vie et votre héritage. Je vais vous demander aussi, on a demandé d'attendre les questions à la fin, c'est correct, mais je vais vous demander votre participation parce que c'est toujours plus intéressant si vous participez. Puis je vais vous poser des questions, puis je vous remercie d'avance à ceux et celles qui vont participer avec le groupe. Alors, j'aimerais savoir parmi vous qui a déjà vécu le décès d'un être cher. Un conjoint, presque tout le monde a levé la main, un conjoint, un parent, hein, peut-être un enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager comment vous vous êtes senti? Quelle a été votre expérience? Oui, j'aimerais savoir si quelqu'un aimerait partager quelle a été votre expérience lors du décès d'un être cher. Brièvement, comment est-ce que vous vous êtes senti? Je peux commencer. Oui, allez-y, monsieur. Moi, c'est arrivé, c'est un accident de voiture. Et j'étais à l'extérieur, il faut que je revienne. Ma mère décédée, mon père survécu en arbre. Ce que j'ai trouvé le plus dur, dans ce temps-là, c'était le salon funéraire d'être aux côtés du cercueil, tout le monde se sont bougés, le filet de céréales. Ça, c'était le plus dur pendant 3 jours. Aujourd'hui, c'est plus facile. Ouais. Aujourd'hui, on a plus d'options, n'est-ce pas? Il y a 15, il y a 20 ans, tout le monde faisait la même chose. Aujourd'hui, vous avez des options. Merci beaucoup d'avoir partagé. Les familles qu'on rencontre, on rencontre des familles à tous les jours, des familles endeuillées qui viennent de perdre un être cher. Et les familles nous disent la même chose. Hein? C'est difficile. Ils sont tristes. Il y a des gens qui sont en colère. Il y a des gens qui vivent le déni. Hein? Et c'est très difficile pour ces familles-là de venir au salon, d'organiser des funérailles. Moi, je rencontre les familles en pré-arrangement et mon équipe de conseillers, on rencontre des familles à tous les jours après le décès et pour des pré-arrangements, que ce soit court terme ou long terme. Et les familles nous racontent aussi les mêmes histoires, comment ça a été pénible. Hein? On vit déjà
la tristesse. Rajouter à tout ça un fardeau de devoir organiser des funérailles, c'est difficile. Sachant que c'est un moment qui est très difficile, je vais vous demander de sortir de votre porte-document un document qui s'appelle « Les événements les plus stressants de la vie ». Okay? On va, pour comprendre l'ampleur de ce que vit une famille au moment du décès, on va se référer à une petite étude qui a été faite à l'Université de Washington, la faculté de médecine. Alors, vous avez des stylos sur les tables. Je vais vous demander, on va faire l'exercice ensemble. Alors, vous avez 6 événements que les gens ont considérés les événements les plus stressants de la vie. Je vais vous demander de mettre un 1 à côté de l'événement que vous considérez le plus stressant, un 2 à côté du deuxième événement que vous considérez le plus stressant, ainsi de suite. Je vous donne 1 minute et puis on va regarder les réponses ensemble. Il n'y a aucune mauvaise réponse. Et vous pouvez me faire signe là, quand vous avez fini. Ça fait réfléchir. Alors, on va regarder les réponses ensemble. Qui parmi vous avait choisi le décès d'un conjoint comme étant l'événement le plus stressant de la vie? Okay. Alors, vous êtes parmi la majorité. Okay. Qui d'entre vous avait placé le décès d'une personne aimée en 2e ou en 3e position? Alors, encore une fois, vous êtes parmi la majorité. Donc, l'étude nous démontre que les gens considèrent le décès, la perte d'un être cher, comme étant les moments les plus stressants de la vie. En 2e place, on a le divorce. Pour certains, c'est la perte d'un être qui a déjà été cher. Pour d'autres, peut-être que non. Mais ce qui est intéressant de l'étude, c'est qu'il y a des événements ici qui ont été choisis comme étant les événements les plus stressants de la vie qu'on ne vivra jamais. C'est pas tout le monde qui se marie. C'est pas tout le monde qui a vécu la perte d'un emploi ou une blessure. Mais c'est sûr et certain qu'on va vivre le décès d'une personne aimée. Et quand j'ai posé la question en début de conférence, la majorité des mains se sont levées. Alors, on est certain que dans notre vie, on va vivre le décès d'un être cher. Je vous demande de vous mettre en situation encore. Comment est-ce que votre décès va impacter votre famille? Quel sera l'impact de votre décès sur les membres de votre famille? Il y a 2 impacts sur les familles. Il y a un impact émotionnel et il y a un impact financier. Okay? Sachant que les gens considèrent le décès d'un être cher comme étant l'événement le plus stressant de la vie, et sachant qu'il y a réellement des impacts sur les familles, il faut se mettre en situation pour comprendre ce que les familles
vivre au moment du décès. Parce qu'au moment d'un décès, lorsque vous apprenez qu'un être cher est décédé, un conjoint est décédé, la première question qu'on se pose, c'est « Et qu'est-ce que je fais? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qui est-ce que je vais appeler? Est-ce que je connais les volontés du défunt? Et par où est-ce que je vais débuter? » On protège nos familles, hein? On planifie. On planifie tous les événements de notre vie. Okay? On planifie pour un mariage. Hein? On planifie pour un mariage. Des fois, on passe 1 an, 2 ans à planifier un mariage. On planifie le baptême de nos enfants. On planifie aussi l'éducation de nos enfants. On planifie notre retraite. Pour ceux et celles qui sont à la retraite, vous avez planifié votre retraite. Okay? Et on planifie pour tous les événements qu'on choisit. Et pourquoi est-ce qu'on planifie pour ces événements-là? On planifie parce que ce sont des événements qui sont importants pour la famille. C'est les événements qui vont marquer la vie de quelqu'un. Ce sont les souvenirs que les membres de la famille vont garder jusqu'à la fin de leur vie. Et on dépense beaucoup de temps, d'énergie et de l'argent pour organiser des événements. J'ai bien dit que ce sont des événements qu'on choisit. Mais on planifie aussi pour des événements qu'on ne choisit pas. Un accident, une blessure, une maladie, un incendie. On planifie pour ces événements-là. Comment est-ce qu'on planifie pour ces événements-là? Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on protège les membres de notre famille, nos biens? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter un fardeau s'il y avait un incendie à la maison? Des assurances, exactement. Okay. Et on paye des assurances jusqu'à la fin de notre vie, espérant qu'on n'aura jamais un incendie à la maison. On paye des assurances automobiles, espérant qu'on n'aura jamais un accident. Mais on les paye parce qu'on constate que c'est logique et c'est raisonnable. Alors, la question du jour, c'est si on planifie et on protège notre famille pour des événements qui pourraient ne jamais arriver, est-ce que ce n'est pas encore plus logique de planifier pour quelque chose qui est certain d'arriver? Comme j'ai mentionné en début de conférence, c'est un sujet qui est difficile. On ne veut pas y penser. Hein? On veut penser qu'on est tous éternels. Mais on va tous passer par là. Il s'agit d'être bien préparé, de bien planifier pour éviter des problèmes à la famille. De plus en plus, les gens planifient et sachant qu'on fait de la planification et sachant que c'est important de planifier, les gens s'organisent. Il y a des avantages au préarrangement. Hier soir, on m'a envoyé un courriel avec des questions que les membres ont posées. Et une des questions était, quels sont les bénéfices de faire un préarrangement? Dans votre porte-document, vous avez un document qui s'appelle les 8 choses ou les 8 avantages. Donc, une feuille de papier. Oui, la dernière à gauche.
La dernière à gauche. Merci. Est-ce que je peux vous demander s'il y a quelqu'un dans la salle présente qui a déjà fait ses préarrangements? Monsieur. Ah, c'est un comptable? Ben oui. Ah oui. Monsieur, est-ce que vous voulez partager avec nous pourquoi vous avez fait vos préarrangements? Parce que ma conjointe est décédée. Okay. Disons, quand elle est décédée, j'en ai profité pour faire la même chose pour moi. Je sais où je vais aller comme tel, la Colombarienne, je dois choisir ça. Il me reste quand même une étape à choisir pour le 9 décembre. Mais c'est quand ça arrive comme tel, moi, de ma formation, j'ai été habitué à être opérationnel, j'ai oublié ça vite, et je l'ai plus ou moins vécu parce qu'il fallait que ça fonctionne. C'est après que ça arrive. C'est ça que c'est pour ça. OK. Puis, est-ce que je peux vous demander, est-ce que vous avez fait vos préarrangements après son décès, pas longtemps après son décès, ou est-ce qu'il y a eu un délai? OK. Parce que les siens étaient. Donc, sa maladie a traîné, c'était un cancer, on savait que c'était inévitable. Là. Les préarrangements ont été faits avant, mais le décès est survenu tôt après. Le gros du travail était déjà fait. OK. Merci. Merci beaucoup. Je vais sortir ma feuille. La question qu'on m'a posée, c'est quels sont les bénéfices de faire le préarrangement? Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle qui connaissent des gens qui ont leur préarrangement? Est-ce que vous avez déjà eu des conversations avec des amis ou avec des membres de votre famille? Oui? J'ai mentionné qu'il y a un impact au moment d'un décès, un impact émotionnel puis un impact financier. Il y a aussi des avantages émotionnels et des avantages financiers à faire ces préarrangements. L'impact, les bénéfices émotionnels, éliminer le fardeau de prendre des décisions au moment d'un décès. Si on a de la difficulté à avoir une conversation au sujet de la mort, quelles sont les chances qu'on a discuté avec les êtres chers de nos volontés? Alors, si les préarrangements ne sont pas faits, au moment du décès, lorsqu'une famille nous arrive, on leur demande de faire des choix, d'organiser des funérailles. Et très souvent, lorsque le préarrangement n'est pas fait, les décisions sont difficiles. Hein? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que c'est ce que mon épouse aurait voulu? Est-ce que c'est ce que ma mère aurait voulu? On fait de notre mieux, mais on fait ce qu'on peut. Alors, c'est une très bonne raison de faire ces préarrangements. Éliminer les chicanes de famille. Hein? Vous avez déjà entendu parler de ça? Nous, on le voit. Les chicanes de famille. Hein? Des fois, les conseillers doivent sortir du bureau pour laisser discuter les membres de la famille parce que ça n'avance pas. Et puis, qu'est-ce qu'on fait comme parents toute notre vie? On essaie que les enfants s'entendent bien. On essaie d'éliminer les chicanes dans la famille. Laisser les arrangements funéraires au moment du décès, ça peut occasionner des malentendus, des chicanes. Même si vos enfants s'entendent très bien, puis on l'entend, « Ah, j'aurai pas de problème. Hein? Mes enfants sont très proches. » Mais pensez-y, souvent, lors d'un décès, quand la famille arrive pour faire les arrangements funéraires, c'est pas juste les enfants, il y a les conjoints. Hein? Puis là, on a des fois 5-6 personnes dans le bureau, puis on leur demande de prendre des décisions, puis de s'entendre sur les décisions.
Et quand on parle d'argent, on sait qu'est-ce qui arrive quand on parle d'argent. Tout ce qu'on a connu qui est raisonnable, qui est logique, ben, il y a des signes de dollar. Il y a des avantages financiers au préarrangement. Éliminer le coût de l'émotion. Nous, on regarde les contrats de décès, les contrats qui sont faits après un décès versus les contrats qui sont faits en préarrangement. Les contrats au décès sont normalement plus élevés que les contrats en préarrangement. Est-ce que vous savez pourquoi? Les placements, comme on dit, vous avez l'argent, ça apporte des intérêts. Normalement, vous les placez, vous faites fructifier. Normalement, c'est ça. Ça devrait être basé sur le coût, normalement, au moment où vous faites la transaction. Et avec l'inflation dans le temps, ça ne fait pas tenir compte. C'est ça. Alors, vous gelez les prix d'aujourd'hui. Okay. Alors, nous, on n'est pas à l'abri de l'inflation. Comme tout autre domaine, on a des augmentations à tous les ans. Hein? Tout augmente, tout coûte cher. Mais quand vous faites un préarrangement, vous payez le prix d'aujourd'hui. Alors, vous évitez la hausse des prix pendant toutes les années que vous vivez. C'est un gros avantage. Okay? L'autre raison que les contrats faits après un décès sont plus élevés, est-ce que vous savez pourquoi? L'émotion fait en sorte que Exactement. on achète plus. Exactement. Hein? Et puis les familles, des fois, me disent « Ah, Liette, on sait, les directeurs de funérailles. » Puis moi, je réponds toujours « Il n'y a personne au moment d'un décès qui doit vous mettre la pression. On est sous le choc de l'émotion. Maman était si bonne. Hein? Papa a tout fait pour nous. Mon conjoint était si bon, je vais lui donner le meilleur. » On dépense trop d'argent. Puis c'est peut-être pas ce que la personne aurait voulu. Est-ce que vous pouvez penser à d'autres avantages du préarrangement? Je dirais la satisfaction peut-être de savoir que tu as tout planifié pour les autres et puis que tu t'en vas en paix. Oui, la tranquillité d'esprit, hein? C'est très important, hein, de s'assurer que tout est organisé, tout est en ordre. Vous savez, moi, je suis une personne qui fait des listes. Hein? Je fais des listes, puis je rais quand j'ai accompli quelque chose. Mais ma liste est toujours là. Puis, les arrangements funéraires, les préarrangements, ça, c'est quelque chose qui reste sur une liste. Puis, en vieillissant, cette chose-là nous préoccupe beaucoup. Des fois, on rencontre des familles puis ils nous disent, on pose la question, vous pensez à ça depuis combien de temps? 15 ans. 15 ans? Hein? Pendant 15 ans, on pense, on devrait le faire, mais pendant les 15 ans, là, nos prix augmentent. Puis on risque de ne pas arriver à s'organiser avant le décès. Parce qu'un décès, ça arrive subitement aussi. Faire un préarrangement quand on est en bonne santé, c'est très différent de faire un préarrangement quand on est malade, quand on vient de recevoir un diagnostic. C'est beaucoup plus difficile pour la personne même et pour les membres de la famille quand on est malade, parce qu'ils sont déjà en deuil. Quand on vient se préparer puis on est en bonne santé, on ne fait que la planification. Puis vous devriez voir, nous, nos bureaux en préarrangement sont à un bout de l'édifice, puis les bureaux pour les arrangements funéraires à l'autre bout, parce que nous, là, on a du plaisir avec nos familles. Hein? Les familles rient, ils nous racontent plein d'anecdotes. Hein? Parce que c'est de la planification à long terme. Okay?
S'assurer que nos volontés soient respectées, hein? S'assurer que vous faites les choses selon vos volontés, selon vos croyances à vous. Pour les gens qui sont croyants, qui sont pratiquants, c'est peut-être important que vous préparez vos funérailles pour aller à l'église, par exemple. Mais peut-être pour vos enfants ou pour la personne responsable, ça ne sera pas important. Alors, pour s'assurer que les choses se font réellement selon votre image, selon vos désirs, organisez-vous. Et parce qu'on sait qu'il y a énormément d'avantages au préarrangement, les gens planifient de plus en plus. La planification des préarrangements fait maintenant partie de la planification successorale. Les gens planifient leur retraite, hein, ils s'organisent, ils font leur testament et ils font leur préarrangement. À Montréal, où moi je travaille, de plus en plus de résidences pour personnes retraitées, des résidences pour des gens à long terme, des soins à long terme, obligent que les préarrangements soient faits. Oui? Alors maintenant, on reçoit de plus en plus d'appels parce que on déménage ou on va transférer quelqu'un dans un centre de soins. Et puis, une des questions, une des choses qu'ils demandent, c'est que le préarrangement soit fait. OK? Alors, c'est important. Parce que de plus en plus de familles s'organisent et planifient, le réseau d'unité a créé une procédure simple pour éviter des étapes difficiles après un décès. C'est 4 étapes simples. Donc, les 4 étapes, c'est la réflexion, c'est de réfléchir, de consigner, de financer et de partager. La première étape, réfléchir, c'est une étape qui est très importante. Et si vous êtes ici aujourd'hui, ou vous écoutez en direct ou sur Facebook, c'est probablement parce que vous y avez pensé. Vous avez commencé l'étape de la réflexion. C'est important de penser à soi-même, nos volontés, ce qu'on aimerait, la façon qu'on veut que la famille se souvienne de nous. Créer une célébration à votre image, c'est important. Mais n'oubliez pas que les funérailles, c'est pour les survivants. C'est important. Savoir ce qui est important de la part de votre conjoint, des enfants. Vous savez, les funérailles permettent aux membres de la famille de vivre leur deuil, de commencer à vivre leur deuil, d'accepter la réalité que la personne est décédée, d'être épaulé par la communauté, par les amis, par les membres de la famille. C'est pour ça qu'on fait des funérailles, c'est pour ça qu'on a des célébrations. Je comprends, monsieur a mentionné ce qu'il a trouvé difficile. C'est 3 jours d'exposition, venir au salon pendant 3 jours. Ça peut être vrai. Puis aujourd'hui, comme j'ai mentionné, il y a beaucoup plus d'options. Ce n'est pas nécessaire, il y a d'autres façons de faire les choses aussi. Mais lorsque vous réfléchissez à vos volontés, à comment organiser vos funérailles, c'est important de penser aux autres aussi. Consigner. Consigner, ça veut dire mettre par écrit vos volontés. Okay? Quand on rencontre des familles en préarrangement, on prend toutes les informations. Okay? Toutes les informations pour enregistrer le décès auprès de l'État civil. Super important.
Parce qu'au moment d'un décès, lorsqu'une famille nous arrive, souvent, ils n'ont pas toutes les informations. Alors, ils doivent retourner à la maison, chercher les informations, nous rappeler, et ça occasionne des délais pour enregistrer le décès auprès de l'État civil. Des délais aussi pour recevoir le certificat de décès pour vous permettre de commencer à régler la succession, fermer des comptes de banque, par exemple. Le Réseau Dignité a créé un document qui s'appelle un dossier de planification personnelle. J'ai des échantillons, vous allez pouvoir les feuilleter par après. Vous avez dans votre porte-document un document où vous allez pouvoir aussi commander votre dossier de planification personnelle. C'est un excellent guide. Lorsqu'il est bien complété, ça répond à peu près 95% des questions que les familles se posent au moment du décès. C'est un document qui est complémentaire à votre préarrangement et complémentaire à votre testament. On remet un dossier de planification à toutes les familles qui font affaire chez nous. On leur demande de le compléter, de le laisser pour la personne responsable, puis de le laisser avec tous les papiers importants. Police d'assurance vie, testament, contrat de mariage, tous les papiers importants devraient être en une place, disponibles pour le liquidateur. C'est important. Oui, monsieur. Ce guide-là, une fois qu'il est complété, est-ce qu'on le dépose dans un coffret de sécurité ou dire à la personne, le successeur, ceux qu'on a assigné comme notre, j'ai un trou de mémoire, Liquidateur. Merci. Lui dire, le document se trouve là, à la maison ou se trouve à la banque. Oui, c'est une bonne question et on se fait poser la question souvent. C'est pas une bonne idée de placer le document à la banque parce que personne n'aura accès immédiatement. Okay. Alors, le document devrait être placé dans un endroit sécuritaire, mais à la maison. Et vous devriez, oui, dire à votre liquidateur où se trouve le document. Okay. Dans le document, vous avez toute une section sur l'identité de la personne, toutes les informations nécessaires pour enregistrer le décès. Vous avez une section sur les rites, pas les rites funéraires, mais le choix, les détails concernant les arrangements funéraires. Alors, je disais qu'en pré-arrangement, lorsqu'on rencontre des familles, on prend toute l'information et on demande aux familles de faire des choix, de tout choisir et nous, on prend des notes. Et on ouvre un dossier, puis le dossier est complet. Ça nous permet, au moment d'un décès, de sortir un dossier qui est réellement complet. Et les seules décisions à prendre au moment du décès pour la famille, c'est la date et les heures des visites et de la célébration. Mais vous allez voir, dans le dossier de planification personnelle, vous avez vraiment des détails. Je vais vous donner des exemples. Okay. Vous êtes marié, vous portez un jonc, vous portez une bague. Qu'est-ce que vous voulez que la famille fasse avec les bijoux? Est-ce que c'est important que vous soyez enterré avec votre bague? Okay. Est-ce que c'est important si vous choisissez l'incinération, la crémation, qu'on enlève le jonc avant l'incinération puis qu'on le place dans les cendres? Hein? Des fois, c'est des demandes qu'on a. Ou est-ce qu'on remet les bijoux à la famille? C'est important. C'est important qu'on le sache. Les porteurs, par exemple. Est-ce que vous voulez choisir des porteurs pour porter le cercueil? Est-ce que c'est important pour vous?
vous pouvez prendre cette décision-là. Moi, je me souviens très bien, il y a longtemps, j'avais une cliente à moi, une famille. Je suis allée chez elle, une dame pas très âgée, mais elle a fait ses préarrangements. Puis quand on a eu terminé, puis je prenais les détails pour la célébration, elle m'a demandé de la suivre. Puis elle m'a amenée dans sa chambre à coucher, puis elle a ouvert son placard, puis elle a sorti une robe. Puis je me souviens, c'était une robe rouge avec des pois blancs sur la robe. Puis elle m'a dit, Liette, c'est ma robe préférée, puis c'est la robe que je veux porter dans mon cercueil. Je l'ai notée sur le préarrangement, puis je lui ai dit, laissez-le dans votre garde-robe. Alors, peut-être pour vous, vous dites, c'est pas important quelle différence est-ce que ça fait, mais pour elle, c'était important. Alors, c'est important de penser à tous les détails. Alors, avec le dossier de planification personnelle, vous allez pouvoir indiquer les détails. Vous allez pouvoir faire des choix. Moi, je me souviens, je vais vous raconter une petite anecdote. Ma grand-mère maternelle est décédée, j'étais dans la trentaine, on était très proches. Et puis moi, ma famille vient du New Hampshire. Elle est décédée assez subitement, puis j'ai jamais pu la convaincre de faire ses préarrangements. Mais elle est décédée subitement. Elle n'avait qu'une fille qui demeurait au New Hampshire, donc ma tante est allée faire les arrangements funéraires. Puis elle a fait son possible, elle a fait ce qu'elle pensait était bien, puis c'était bien aussi. Mais quand je suis arrivée au salon pour les visites et je suis rentrée dans le salon, la première chose que j'ai remarquée, c'était le coussin de fleurs sur le cercueil. Puis je l'ai remarqué parce que ma grand-mère, toute sa vie, a adoré les roses. Puis elle a toujours eu des rosiers chez elle. Puis elle entretenait ses rosiers dans son jardin. Puis quand elle déménageait, elle plantait d'autres rosiers. Puis le coussin de fleurs sur son cercueil, c'était des œillets. Puis ça m'a marqué. C'est pas grave, mais ça m'a marqué. Puis je me suis dit, si ma grand-mère avait fait ses propres préarrangements, sûrement qu'elle aurait choisi des roses. Si ma tante, elle avait eu plus de temps pour organiser les funérailles, probablement qu'elle aurait fait un meilleur choix. Mais sous le choc de l'émotion, on est fatigué, on est là, on doit prendre des décisions dans un laps de temps très limité. Elle a choisi des œillets. Alors, ce sont des détails, mais c'est vraiment là, c'est à l'image de la personne. Hein? On fait les choses pour que les gens qui viennent pendant les visites, pendant la célébration, ils ont votre image. Hein? C'est vous. Puis de plus en plus, dans le domaine funéraire, ici, au réseau Dignité, on personnalise les funérailles. On écoute les familles, puis on personnalise pour que vraiment la cérémonie soit vraiment à leur image. Alors, le dossier de planification personnelle, je vous encourage fortement de cocher comme quoi vous aimeriez recevoir une copie, de prendre le temps de le remplir et le laisser à votre liquidateur. Une autre chose que j'ai mis dans votre porte-document, c'est un document, une feuille qui s'appelle « Les services de la maison funéraire ». Et la raison que j'ai mis cette feuille-là dans votre porte-document, c'est parce que très, très souvent, quand on rencontre des familles au moment d'un préarrangement, leur préoccupation, une de leurs préoccupations, c'est la paperasse. Hein? Toutes les formalités légales. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que maison funéraire, et qu'est-ce qu'ils doivent faire après le décès. Alors moi, je vous ai inclus la liste
au niveau de tous les services, mais aussi au niveau des formalités légales. Donc, nous, on s'occupe de l'enregistrement du décès auprès de l'État civil. On s'occupe de faire la demande pour les certificats de décès. On s'occupe de faire la demande auprès de la Régie des rentes. On s'occupe aussi de vous remettre les preuves de décès pour vous permettre de commencer à fermer des comptes de banque, recevoir des polices d'assurance vie, etc. On annule la pension de vieillesse. On va annuler le numéro d'assurance sociale, le numéro d'assurance maladie. On va aussi annuler les crédits de TPS et TVQ. Le permis de conduire, on avise que la personne elle est décédée. Alors, au niveau des formalités légales, pour les deux gouvernements, on s'en occupe. Alors, la famille n'a pas à prendre le temps pour faire ce travail-là. Au niveau des pensions privées, compte bancaire, assurance vie, ça c'est la responsabilité du liquidateur, de la famille et de la succession. Okay. Est-ce que vous avez des questions concernant les services qu'on offre? Oui? C'est lors du décès, la famille, dont l'un va être liquidateur, va être au courant des services que la maison peut offrir pour libérer le fardeau du liquidateur, right? Oui. OK. Oui, mais si absolument. je peux, moi, avec mes préarrangements, grâce à ce document-là, je peux aviser la famille déjà. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Exactement. Donc, ton rôle, toi, de liquidateur, parce qu'il faut que je choisisse, j'en ai un en tête, elle le sait, mais je vais dire, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et avec ce document-là aussi, ça va convaincre la personne de dire, OK, oui, je vais jouer. Oui. Et c'est vrai, parce que des fois, ils vont un peu un petit peu à contre-cœur. Ils disent, oui, ben, t'es mon frère ou t'es mon oncle. Alors, ça peut faciliter. Oui, absolument. Puis c'est un très bon commentaire, monsieur. Alors, le rôle de liquidateur, c'est un rôle qui est très important. Puis c'est pas tout le monde qui veut la responsabilité d'être liquidateur. Et puis nous, quand on rencontre les familles en préarrangement, on parle de testament. On n'est pas des notaires, mais on va poser la question, est-ce que vous avez votre testament? Est-ce que vous avez choisi votre liquidateur? Parce que c'est important. Hein? Puis c'est important de choisir un liquidateur dont vous avez confiance. Hein? Quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous. Hein, aussi. Alors, c'est un bon point. Puis dans le dossier de planification personnelle, vous avez une page qui indique ce que vous avez complété comme planification et ce qui reste à faire. Alors ça, c'est une bonne page pour montrer au liquidateur, pour dire, bien écoutez, je me suis occupée de tout ça. Il ne reste que, je ne sais pas, l'achat de la niche ou peu importe, mais vous avez une page dans le dossier de planification personnelle pour aider les survivants à savoir qu'est-ce qui reste à faire. Oui? Oui? Moi, je fais les préarrangements avec votre maison funéraire. Je me procure le dossier, je le complète tout. J'ai choisi un liquidateur, je dis, ben voici, je suis rendu là. Est-ce que vous m'encouragez à prendre un rendez-vous avec votre maison funéraire, avec le liquidateur ou liquidatrice pour dire, regarde, viens là, c'est pour le représentant de maison funéraire va être là. Ils veulent vous coacher un petit peu votre facilité de travail. Est-ce que vous encouragez ça? Est-ce que ça fait partie du service aussi? Mais moi, j'encourage toujours les familles à venir nous rencontrer, à venir rencontrer l'équipe. Hein? J'encourage aussi les familles, là, lorsque le préarrangement est fait, si vous rajoutez des choses qui sont pertinentes au niveau du préarrangement, de nous rappeler ou de venir nous donner des copies, c'est important, absolument. Oui. Okay. Je pense qu'il y avait un autre monsieur qui a Ah, excusez. Quand on achète un préarrangement, Oui. et qu'on paye, est-ce qu'on a la preuve que leur
alors il y a deux façons de faire un préarrangement ici au Québec. On peut faire un préarrangement où l'argent est déposé en fiducie avec une banque et on peut faire un préarrangement où l'argent est placé avec une compagnie d'assurance. OK? Mais de toute façon, peu importe le choix que vous faites, oui, vous recevez une preuve comme quoi l'argent, elle a été déposée, soit avec la compagnie d'assurance ou en fiducie. On n'a pas le droit, ici au Québec, de déposer l'argent dans nos comptes bancaires. Lorsque vous faites un préarrangement en fiducie, on a le droit, selon la loi, de déposer 10 % dans notre compte, 90 % en fiducie et un pourcentage des taxes est payé au gouvernement. Avec les contrats de préarrangement qui sont achetés avec la compagnie d'assurance, 100 % de l'argent est placé avec la compagnie d'assurance. Ouais. Okay. La troisième étape, oui, oh, excusez. C'est par rapport à la feuille des avantages. Oui. En bas à gauche, il y a deux enfants, petits-enfants qui sont ouverts avec votre contrat. Oui. L'arrangement, ça veut dire quoi? Oui. Alors, on a une protection. Le réseau Dignité protège vos enfants et vos petits-enfants en bas de l'âge de 21 ans. C'est quelque chose auquel on ne veut jamais penser, mais quand ça arrive, c'est grandement apprécié. Alors, ce que ça veut dire, c'est lorsque vous faites un préarrangement ou lorsque vous faites affaire chez nous au moment d'un décès et que vous choisissez un plan dignité, donc un plan funéraire tout compris, on protège vos enfants et vos petits-enfants au même titre que le contrat que vous avez acheté. Alors, pour tous les enfants et les petits-enfants en bas de l'âge de 21 ans. Est-ce que ça répond? Protéger, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que si un enfant ou un petit-enfant décède, nous, on paye les frais funéraires pour cet enfant-là, ou le petit-enfant. J'ai eu, l'année dernière, j'ai eu un appel d'un client à moi qui avait fait ses préarrangements, lui et sa conjointe. Et puis, il m'a appelé un jour pour me dire que son petit-fils était rendu à l'hôpital, il était mourant. Il avait 15 ans, je crois. Et puis, il se souvenait de notre conversation à ce sujet-là. Puis, il m'a demandé au sujet de cette assurance-là. Et puis, la famille était très, très contente qu'ils avaient cette protection-là. Alors, comme je dis, là, c'est vraiment pas quelque chose auquel on veut penser, mais quand ça arrive, et ça peut arriver, vous avez une protection. La troisième étape pour organiser des préarrangements, c'est de financer vos préarrangements. Alors, monsieur a posé la question, où va l'argent? C'est important de payer les préarrangements pour éviter le fardeau financier à la famille. Okay? Au moment d'un décès, vous savez, on ne vit plus dans des petits villages, on ne connaît pas nos voisins nécessairement. Alors, les maisons funéraires aujourd'hui demandent que la facture soit payée avant les services funéraires, avant la célébration. Alors, pour éviter un fardeau financier, parce que même si la personne qui est décédée avait de l'argent, avait une police d'assurance vie, avait des investissements, l'argent n'est pas accessible. Alors, c'est sûr que la personne qui est responsable doit débourser l'argent de leur poche. Et vous savez que nos enfants, par exemple, ils ont aussi des responsabilités financières. Ça peut être difficile. La quatrième étape, c'est le partage. Très, très important si vous décidez de faire vos préarrangements. De ne pas oublier la quatrième étape,
de mentionner à votre liquidateur, à la personne responsable, que vous avez fait vos préarrangements. Et au Québec, depuis le mois de janvier 2021, le gouvernement a créé un registre des préarrangements pour éviter qu'une famille arrive au moment d'un décès ne sachant pas que maman ou papa avait fait des préarrangements. Alors, avant de signer un contrat de préarrangement, on se doit de faire une vérification auprès du registre du gouvernement et de remettre la preuve à la famille. Et avant de servir une famille au moment du décès, on fait la même chose. Okay? On fait une vérification auprès du registre des préarrangements au Québec. C'est un petit peu comme les testaments. Okay? Alors, si vous croyez que c'est avantageux de faire le préarrangement, la seule autre question, c'est avec qui est-ce que vous voulez faire affaire. C'est important de faire un bon choix. Le réseau Dignité, c'est un regroupement de maisons funéraires et de cimetières. Dans notre regroupement, on a près de 1900 maisons funéraires à travers l'Amérique du Nord, près de 500 cimetières. On est le plus gros réseau dans le domaine funéraire en Amérique du Nord. Un des gros avantages pour les préarrangements, c'est que vos préarrangements sont transférables partout en Amérique du Nord. Alors, vous êtes sûrement bien ici aujourd'hui, mais souvent, les parents vont déménager, suivre les enfants, et puis on garantit les préarrangements sans pénalité, on peut les transférer. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Une fois le contrat de préarrangement signé, payé, tout ça, si un an plus tard, 2 ans plus tard, on veut faire des changements, oui. Comment ça fonctionne? Bonne question. Ça fait partie des avantages dignité, le fait que nos contrats de préarrangement sont toujours flexibles. Donc, vous pouvez toujours faire une modification de contrat. On comprend très bien qu'avec les années, les choses peuvent changer. De plus en plus, les gens font leur préarrangement jeunes. Alors, vous pouvez toujours modifier vos préarrangements. Est-ce qu'il y a des frais à ce moment-là? Il n'y a pas de frais. Si vous rajoutez quelque chose, c'est sûr que vous payez pour les services et les biens que vous rajoutez. Si vous enlevez, bien, vous allez être crédité. Alors, vous ne perdez jamais au niveau d'un préarrangement funéraire, puis le contrat est flexible. Oui, monsieur? Dans les services que vous donnez, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de services que vous donnez, c'est l'équivalent de ce qu'un notaire peut faire. Est-ce que ça veut dire qu'une fois que vous avez fait ça, il est inutile d'aller voir un notaire? Je ne dirais pas ça. Ça dépend de la succession. OK? Mais les notaires, ce que je pense, c'est que un testament notarié, c'est un bon testament à avoir ici au Québec. Hein? Il y a d'autres types de testaments, mais honnêtement, ça va éliminer des délais et des coûts au moment du décès. Il y a des familles qui me disent que la succession, elle est très simple, pas besoin d'aller voir le notaire. Ça dépend des familles. Oui, madame? Est-ce qu'on a le droit de partir à la maison avec les cendres de notre chère défunt? Oui. Alors, ici au Québec, il n'y a pas de loi concernant la disposition des cendres. Alors, nous, on peut vous remettre les cendres de votre être cher et vous pouvez les ramener à la maison, oui. La seule chose que moi, je conseille à mes familles, c'est de s'assurer que la personne qui sera responsable à qui vous léguez les cendres, que cette personne-là soit à l'aise de garder des cendres. Et n'oubliez pas que cette personne-là, à un moment donné, va devoir léguer les cendres aussi. Alors, c'est de prévoir ce qui va arriver avec les cendres. Ça me fait penser, quand ma tante est décédée, on est allé au funérailles, et puis durant la messe, on parlait au pluriel. Ils m'ont fait ma tante.
paraît que quand son mari était mort 25 ans avant, ils sont partis à la maison avec ses cendres et on n'a jamais eu de funérailles. Et mon oncle George était dans le garage depuis 25 ans. Alors là, ils ont dit, tiens, 2 pour 1, gars spécial. Ouais. Oui, monsieur? Pour, on parlait de l'enregistrement du décès. Oui. Ma compréhension est comme si quelqu'un décède à l'hôpital, l'hôpital envoie les formulaires au civil ou au gouvernement provincial pour enregistrer le décès. C'est la maison funéraire qui envoie à l'état civil pour enregistrer le décès. OK, donc c'est la maison funéraire uniquement qui peut faire ça? C'est la maison funéraire. Oui. C'est ça. Tous les documents de l'hôpital sont envoyés à la maison funéraire. Puis la maison funéraire a la responsabilité, puisque nous, il y a 2 documents qui sont fournis. Un qui est fourni par l'hôpital, un qui est fourni par la maison funéraire, puis les 2 doivent être envoyés en même temps à l'état civil. Ah, OK. Alors, c'est la maison funéraire qui fait vraiment la dernière communication avec l'état civil, puis qui envoie vos papiers d'hôpital. OK. Oui. Il se passe quoi? On est en Outaouais. Le terrain familial pour nous autres est à Montréal, au cimetière Côte-des-Neiges. Oui. De quelle façon ça fonctionne habituellement, ces affaires-là? Ben, si on parle d'une inhumation, d'un enterrement du défunt, d'un corps, à ce moment-là, nous, on va faire le transfert à Montréal. OK? Alors, on s'occupe. Pour Oui. l'inhumation, mais les cérémonies vont avoir lieu ici, La cérémonie peut avoir lieu ici. ou elle peut avoir lieu à Montréal. Absolument. Ou les 2, si vous voulez. OK. Si c'est des cendres, on peut faire le transfert, comme la famille pourrait aussi transporter les cendres au cimetière. OK. OK? Un petit peu l'avantage avec le réseau d'unité, c'est qu'on est une équipe. Alors, vous voyez, hier, son bureau est justement à Côte-des-Neiges. Alors, en travaillant en équipe comme ça, on est en mesure de planifier à 40 endroits dans la province du Québec. Et puis, l'avantage de ça, c'est souvent on peut bénéficier de moindres coûts. C'est la même chose, je donne un exemple, les situations qu'on voit souvent, c'est pendant la saison d'hiver, on fait un voyage, on s'en va en Floride pour quelques mois, un malaise, il y a un décès qui survient en Floride, qu'est-ce qu'on fait? Vu que vous aviez un préarrangement avec le réseau Dignité, les frais de service pour le transfert, au lieu qu'il y ait lieu ici dans l'Outaouais, auraient lieu en Floride, alors vous n'avez pas de coût supplémentaire. Les seuls coûts supplémentaires, ça serait transférer le corps de la Floride à Montréal, mais tous les services qui ont été rendus, disons, en Floride, c'est déjà sous votre préarrangement. Si c'est pris soin par une autre maison funéraire Dignité, il ne devrait pas avoir de coûts supplémentaires, excepté les coûts de rapatriement. Alors, un petit peu la même chose dans votre situation, quand on travaille avec d'autres maisons funéraires dans la province, si c'est sous le réseau Dignité, vous allez avoir des économies. Qu'est-ce qu'elle dit, c'est en Europe? Le décès a lieu en Europe? En Europe, on n'a pas de présence en Europe. Là, dans ce cas-là, nous, ce qu'on fait, c'est on va communiquer avec les autorités justement de l'Europe et puis on va coordonner le tout pour rapatrier votre corps ici au Canada. Pardon? Est-ce que c'est possible de faire incinérer le corps là-bas? Oui, chaque pays est complètement différent. Alors, il faut s'adapter selon les demandes du pays. C'est certain que si on fait le rapatriement de cendres, le coût est inférieur qu'une repatriation d'un corps. Vous voyez, repatrier un corps de l'Europe, là, on parle juste pour le billet d'avion, on parle d'environ un 5-6 000 $. Alors, c'est quand même dispendieux. Oui, monsieur? Oui, est-ce que ça se peut, ça, que dans le document de préarrangement, par rapport au testament, il y a des contradictions? Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là?
Oui. Alors, on rencontre à l'occasion des familles qui nous disent oh, j'ai pas besoin d'un préarrangement parce que j'ai mis mes volontés dans mon testament. C'est pas mauvais, mais le problème est que le testament est rarement lu avant les funérailles. Hein? Alors, de là l'importance d'avoir un contrat de préarrangement. Et oui, il pourrait y avoir des différences entre le testament et ce qu'on a fait au moment du décès s'il n'y avait pas de préarrangement, parce que justement, on ne savait pas qu'il y avait des volontés sur le testament. Et les volontés dans un testament, c'est très simple. Hein? Il n'y a aucun détail. C'est pas de détailler, de faire des choix, c'est tout simplement de mettre sur papier dans un testament nos volontés. Inhumation, incinération, par exemple. C'est ce qu'on voit. Les coûts financiers aussi. Pardon? Quand on fait des présentements, vous payez, parce que le testament, c'est... Exactement. Exactement. Alors, ça enlève pas le fardeau financier à la famille. Donc, quand je vais faire des arrangements avec la maison funéraire ici, funérailles, vous nous encouragez, est-ce que vous nous encouragez, est-ce que vous avez une copie de votre testament pour s'assurer qu'il n'y aura pas de conflit? Vous nous encouragez, si tu veux. Oui, mais moi, j'encourage les familles à prendre une copie du testament et de le laisser dans le dossier de planification personnelle. Comme ça, la famille va avoir tous les documents. Et puis, le préarrangement, c'est le document qu'on va se servir au moment du décès. Alors, le préarrangement, c'est le document qu'on se sert pour organiser les funérailles. C'est le préarrangement. Puis, sachez aussi que vous êtes partenaire avec le réseau Dignité. Hein? Alors, vous avez des avantages à faire affaire avec le réseau Dignité. Vous avez un escompte de 10 % parce que vous êtes membre et votre famille immédiate aussi ont le même escompte. Alors, de ne pas oublier que vous avez des avantages chez nous. Oui, madame? J'aimerais savoir, vous avez une chapelle ici. Si on veut avoir une service religieuse avec une prêtre, communion, est-ce que c'est possible ou non? Je vais laisser Simon répondre. Alors, on va avoir un service, une cérémonie religieuse. Par contre, cette cérémonie religieuse-là n'est pas appelée messe. Et puis, il n'y a pas le processus d'Eucharistie dans la chapelle. Merci. Et ça, c'est les règlements de l'Église catholique. OK. Okay. Oui? Moi, je suis militaire retraité. Et puis, il y a un cimetière militaire à Ottawa. OK. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez accès? Oui. Oui. On a accès, on fait affaire avec tous les cimetières. Je ne sais pas si tu veux rajouter pour... On travaille, justement, avec le cimetière Beechwood. Et puis, vous avez droit à des bénéfices aussi au cimetière, dans la section militaire. Et puis, nous, on travaille avec eux pour vous assurer que vous avez tous les bénéfices que vous avez droit. Alors oui, on travaille conjointement ensemble. Oui. Donc, la dernière. Là, on parle de préarrangement funéraire, et puis de décider ce qu'on veut. On fait quoi quand on ne sait pas ce qu'on veut? On fait ce qu'on veut. Bonne question. Moi, je vous encourage, comme M. Derry a dit, de prendre un rendez-vous. Ça ne vous engage à rien. Mais venez rencontrer un conseiller pour savoir quels sont vos choix. Puis, lorsque vous avez les options, là, peut-être que vous allez avoir une meilleure idée de ce que vous aimeriez.
pense que c'est important aussi de le documenter. Le guide là, que Liette partage, là, très important de le documenter. Moi, j'ai perdu mon père l'année dernière. Et puis, de jeune âge, tu sais, en étant dans l'industrie funéraire, non, il avait passé 40 ans, je ne m'attendais pas à un décès soudain. Par contre, c'est des conversations courantes. Hein? Si on parle à mon épouse, là, des fois, je peux être très bizarre et dire s'il m'arrive quelque chose, c'est ça que je veux. Des fois, elle me regarde les beaux yeux. En étant dans le domaine, c'est des conversations que j'ai beaucoup avec mes membres de famille. Puis mon père, on avait parlé justement de c'est quoi qu'il aurait voulu avoir. Par contre, une chose qu'on n'a pas parlé était de son emplacement au cimetière. On s'entend tout bien, moi et mes frères, et puis on a des différentes opinions. Moi, je pense qu'il aurait voulu être au cimetière avec ses parents. Plusieurs fois par année, il allait encore, même si son père est décédé, ça fait plusieurs années, il ne manquait jamais une occasion à tous les années d'aller visiter son père. Et puis c'est important pour lui. Fait que moi, de nature, je pense que c'est là où il aimerait être inhumé. Tandis que j'ai un de mes frères, que lui, il dit, ben, il n'aimerait pas être en terre, il aimerait mieux être au chaud, il aimerait mieux être un columbarium, une maison funéraire. Il n'y a peut-être pas tard, mais on a des différentes opinions. Ces différentes opinions-là ont créé des délais, puisque là, on ne sait pas dans quelle direction on va s'en aller. Il n'y a pas de chicane, on fait encore des conversations, mais on se sent mal que je ne sais pas la réponse. Alors, pour répondre à votre question, je pense que Liette a raison. Obtenez toutes les options possibles. Si encore vous n'avez pas une idée, je pense que c'est important de le documenter. Je pense que c'est important de dire, écoute, je ne suis pas capable de faire mon idée, mais ces deux options-là m'intéressent pour que la famille, s'ils ont un choix à prendre, on ne se demande pas si on a fait la bonne décision. Parce que nous, la décision qu'on va prendre pour l'inhumation de mon père, il va toujours avoir une conscience que ce qu'on a fait vraiment, qu'est-ce qu'il a voulu avoir. Puis pas avoir de réponse, c'est difficile pour les survivants. Une question, ce que vous avez dit. C'est beau mettre des cendres dans un columbarium, mais après, on prend un contrat normalement pour X années dans le columbarium. Après X années, les cendres sont disposées de quelle façon? Les cendres sont disposées. Bien, il y a des différentes options. Il y a des columbariums où ça va être de la location. Il y a d'autres columbariums où ça va être à vie. Pour ceux... À vie, c'est quoi? À vie, ça serait pour l'éternité. Ils vont toujours rester dans le bâtiment pour l'éternité. On a d'autres columbariums que c'est de la location. Et puis, là, à ce moment-là, à la location, on communique avec la famille pour voir ce qu'ils désirent faire. Ils ont l'opportunité de renouveler la location. Est-ce que vous êtes associé avec un cimetière, puisque les cendres ça va être déposées après X années? Nous, on a dans notre réseau d'immunité, plus de contact, on n'est pas capable de joindre la famille, la location est terminée. Là, à ce moment-là, on va faire une mise en c'est comme une niche, mais c'est plutôt comme plus grand, c'est comme un grand crypte. Et puis lui, on est placé dans le crypte pour entreposage, toujours dans un lieu de cimetière. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame? Oui? Ici, on a une des questions, les questions importantes pour la planification. Numéro 1, qui dit je prépare un enquêtement, une crémation, une mise en bouteille. Est-ce que d'autres options, comme par exemple en Italie, ils ont commencé, je ne sais pas si quelque chose que vous êtes au courant de ça, mais il y a ça des points humains. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez peut-être dans l'avenir d'aider les gens? Il y a ça, puis aussi, il y a des endroits où l'urne et les cendres, c'est comme un genre d'urne qui est utilisé pour faire qu'il y ait un arbre. Donc, c'est ces options-là qui ne sont pas être faites ici, mais est-ce que c'est quelque chose que vous considérez dans le futur? Merci. Alors, la question est qu'il y a d'autres options au niveau de l'emplacement des cendres? Alors, oui. Alors, notre compagnie, c'est probablement la compagnie qui... c'est une compagnie qui a une grande vision et on regarde qu'est-ce que
gens veulent, les nouveautés dans le domaine. Et on a eu des conversations concernant d'autres options pour les cendres. Au niveau des urnes où on fait pousser un arbre, au niveau des cimetières, il faut s'assurer, ça existe déjà, on a ces urnes-là, mais il faut s'assurer que le cimetière accepte une urne où un arbre va pousser. On a un cimetière au nord de Montréal qui est un nouveau cimetière écologique, hein? Un nouveau concept qui est très différent. Alors, on travaille avec eux pour offrir cette option-là aux familles aussi. Possiblement dans la région aussi. Ici, je ne sais pas. Bien, je vais rajouter, je vais englober complètement cette question-là, qui est un petit peu l'importance de rencontrer quelqu'un, parce que nous, on a vraiment tous les contacts par rapport à ce que vous parlez pour le compostage. Ça, c'est pas légal encore au Québec. Par contre, le ministère de la Santé et des Services sociaux étudie un petit peu la situation. Si, disons que ça devient légal au Québec, mais moi, je peux vous dire déjà, dans le réseau Dignité, on a déjà des établissements à l'extérieur du Canada, parce qu'au Canada, c'est pas légal présentement, mais on a déjà des emplacements funéraires où qui travaillent déjà ce processus-là, parce que c'est légal dans leur endroit. Alors, aussitôt que ça devient légal au Québec, nous, facilement, on va être capable d'aller chercher nos expertises en allant travailler là-bas pour un certain temps et puis ramener le travail au Québec. S'il y a la demande dans notre région. Hein? S'il y a beaucoup de gens qui disent oui, moi ça nous intéresse, c'est quelque chose qu'on peut explorer. Pour il y a mentionné un cimetière. Il y a un cimetière, moi, selon moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Par contre, c'est loin. Dans la région de Sainte-Sophie, il y a un cimetière qui s'appelle Forêt de la Seconde Vie. Allez faire une recherche de ce cimetière-là, c'est quelque chose complètement différent. Alors, l'entreprise, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté un terrain de golf. Et puis, ils ont converti le terrain de golf en un cimetière écologique. Donc, seulement des arbres peuvent être plantés. Pas de monument. Alors, c'est complètement. Et puis, l'idée, c'est de remplir ce terrain de golf-là par une forêt, que cette forêt-là va être notre cimetière, mais on va aussi créer des espaces verts dans la région. Alors, ça, c'est quelque chose de très unique. Oui, il y a peut-être des cimetières qui commencent à avoir une section dans leur cimetière pour planter des arbres, mais ce cimetière-là, c'est vraiment complet. C'est juste ça. C'est juste ça que le processus il est exceptionnel. Puis le coût, il n'est pas tellement dispendieux non plus pour cette option-là, mais par contre, c'est loin de plusieurs régions. Il y a beaucoup d'autres choses aussi qui peuvent être faites que peut-être que vous n'êtes pas au courant. Certaines personnes vont convertir des cendres humaines en diamants. Alors ça, c'est un procédé, on travaille avec une entreprise. Plusieurs familles nous ont fait la demande. On a commandé plusieurs fois des cendres qui se convertissent en diamants. Et puis le diamant, des fois, peut être clair, transparent, comme on est habitué de voir. Mais des fois, le diamant revient avec une petite teinte bleue. Puis tout dépendant du niveau de carbone, de CO2 dans les cendres qu'on m'explique. Mais il y a toutes les différentes choses. On est capable, par l'entremise de certaines maisons funéraires, nous, du réseau Dignité aux États-Unis, on est en mesure d'envoyer des cendres à l'espace. Alors, il y a plusieurs opportunités dépendant de la demande, et puis c'est pour ça que c'est bien d'en parler. Il n'y a aucune question qui est niaiseuse, mais si on ne pose pas la question, mais à ce moment-là, on n'est pas au courant. L'aquacrémation, expliquez-moi ça. La fameuse, ben, on a beaucoup de publicité là-dessus. Oui. Alors, l'aquamation, c'est un processus où que le corps est disposé dans une capsule. OK. Une capsule. Et puis, par la suite, il y a du potassium. On utilise le potassium. Ben, j'imagine différentes opérations peuvent utiliser différentes choses, mais il utilise du potassium. C'est une solution organique qui est créée.
Et puis, par la suite, avec la pression et puis la chaleur, la solution va faire en sorte que, suivant le processus, il nous reste seulement que les eaux. Okay. Suivant ce processus-là, mais là, il y a un processus de séchage et puis réduire les ossements à des cendres. Le processus plein là, peut prendre comme un 24 heures. C'est quand même long. On dit que c'est plus éco-responsable. Est-ce que ça l'est vraiment? Moi, j'ai vu des opérations, j'ai vu comment ça fonctionne. Je me questionne. OK? Et puis, mais plus grand délai. Et puis, tandis qu'un processus de crémation à feu va prendre environ 3 ans. Alors, il y a une différence entre les deux. Mais c'est disponible, c'est quelque chose. Nous, on n'a pas d'équipement pour faire l'aquamation. Par contre, on a nos partenaires. On a un partenaire sur le côté ontarien. On a un partenaire aussi sur la rive sud de Montréal. Monsieur? Vous avez parlé d'un document qui contient des points d'intérêt. Il est disponible en ligne. Comment on le retrouve? On a un format physique. On a un format physique que vous pouvez commander. Vous avez la feuille dans votre porte-document pour le commander. Si vous préférez le recevoir format PDF, on l'a aussi. La planification de vos funérailles. Ça s'appelle le dossier de planification personnelle. Je vais vous montrer la feuille. OK. Mais est-ce qu'il est disponible en ligne? Non, pas en ligne. Si vous inspirez que vous désirez avoir cet élément-là, et puis on va pouvoir vous faire parler. Puis, on a aussi un petit tirage, un petit cadeau de présence. Alors, on va utiliser la feuille pour la commande des dossiers de planification personnelle pour faire le tirage. Alors, si vous voulez compléter le document, il y a un formulaire, ça s'appelle formulaire d'évaluation du séminaire. Et puis, on va les prendre et on va faire le tirage avec ce document-là. Oui. Celui-ci, vous commandez ce document? Sur l'autre document, vous l'avez aussi. Désirez-vous recevoir le dossier de planification? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Est-ce que vous voulez que je réponde? Il y avait 3 questions que vous avez envoyées en ligne. Alors, les avantages. La première question était quels sont les avantages du préarrangement? Je pense que j'ai répondu. Mais dans la question, il y avait aussi là, quels sont les désavantages du préarrangement. Je vais vous demander si vous pensez qu'il y a des désavantages au préarrangement. Oui, monsieur? Moi, j'ai parlé à mes enfants. Oui? Et ils se disent, en fait, les arrangements funéraires, c'est une dernière occasion de passer un bon bout de temps avec leur meilleur chose. Et puis, ça ne leur fait rien de s'accaparer de toutes ces choses-là. Et puis, dans notre idée à nous, père et fils, ces arrangements-là ne sont pas faits pour le plaire à moi. C'est fait pour plaire à eux, et c'est eux qui devraient choisir. Et voilà. Alors, c'est un bon point. Moi, ce que je vous encouragerais à faire, c'est de prendre un rendez-vous avec vos enfants. Alors, non, mais un rendez-vous avec un conseiller en planification funéraire pour discuter des options et ce qui est important pour vous et ce qui est important pour vos enfants. Moi, je vais vous dire, moi, j'ai perdu ma mère au mois de novembre et puis elle avait ses préarrangements, OK?
J'ai un frère et une sœur et on a passé un bon moment très occupé pour organiser les funérailles, malgré le fait que les préarrangements étaient faits. Alors, pensez pas qu'il y a rien à faire au moment du décès. Les enfants vont avoir du travail, ils vont pouvoir participer à l'organisation de la célébration. Mais au niveau des décisions, c'est vraiment, moi je considère que c'est autre chose. Alors, après le décès de ma mère, on est allé à la maison funéraire, tout était organisé. On a fait les derniers choix, les dates et les heures, mais on a personnalisé les services, puis la personnalisation des services funéraires, on s'en est occupé, puis ça a été du travail, beaucoup de travail. Alors, c'est juste un conseil. Oui. J'ai mon liquidateur qui sont lors de mon décès. Oui, lors de mon décès, je vais avoir mon liquidateur, je vais avoir la maison funéraire, le représentant, pour tout faire des arrangements, passer à l'acte. Mais est-ce qu'il peut arriver, ça vous est déjà arrivé d'avoir les fameuses belles-mères qui arrivent, qui savent la bisbille, elles n'ont pas, ces personnes-là n'ont pas de poids. Est-ce que c'est arrivé que vous deviez être comme médiatrice et puis trancher? Oui, je comprends la question. Je vais laisser Simon parce que Simon a rencontré beaucoup de familles au moment du décès. Okay. Alors, oui. C'est pas toujours les belles-mères, là, mais, non, mais ça arrive souvent, puis plus souvent quand il n'y a pas de préarrangement. C'est pour ça qu'on suggère fortement des préarrangements. Des fois, il y a des situations où ce que je dois dire à la famille, je fais mon possible pour faire la médiation, pour venir à un compromis, mais des fois, je ne suis pas capable. C'est quoi la prochaine étape? Mais là, je mentionne à la famille, écoutez, continuez vos conversations, essayez de trouver un point commun. Si vous n'êtes pas capable de trouver un point commun, ça devient un aspect légal, puis un juge prendra une décision. J'ai vécu des situations où j'ai été pleinement jusqu'à la décision du juge, et puis par la suite, le juge écrit un document officiel de la Cour avec les directives que moi je dois prendre, et puis je dois suivre le tout à la lettre. Par contre, ça prend du temps. Oui. Puis pendant ce temps-là, il n'y a rien qu'on peut faire, on doit attendre. Tandis que quand il y a des préarrangements, est-ce que j'ai déjà vu une chicane comme ça par rapport à un préarrangement? De mémoire, non. Parce que le défunt, il le dit lui-même ce qu'il voulait. D'autres avantages aussi, vous voyez, cette semaine, j'ai eu une demande où il y a un décès qui est arrivé. Il n'y a pas de membre de famille. On a communiqué avec la police pour qu'il fasse une recherche, qu'il trouve un membre de famille. On ne trouve pas de famille du tout. On a fait une recherche sur le registre de préarrangement funéraire au Québec. Il y avait un préarrangement avec nous. Dans une situation qui n'aurait pas eu un préarrangement avec nous, ça aurait été considéré comme un tort non réclamé. À ce moment-là, il y a une incinération qui est faite et puis les cendres sont placées dans une niche communautaire. Dans son cas, à lui, puisqu'il y avait un préarrangement, on suit complètement le préarrangement et puis on fait la funéraille qu'il aurait voulu avoir. Alors, d'autres situations où avoir un préarrangement qui est vraiment dans la langue. Oui, monsieur, vous avez une question? Vous mentionnez tantôt que la rencontre, il n'y a pas de frais pour la rencontre, il y a juste les frais si on prend les arrangements. Oui, c'est ça. Alors, nous, notre mandat, c'est de conseiller les familles, de donner les options, d'écouter les familles, d'essayer de résoudre des problématiques. Et puis, il n'y a aucun engagement. Puis, si vous décidez que ce n'est pas pour vous, il n'y a pas de frais pour la consultation. Le plus important, c'est d'écrire les vœux. Alors, une fois que vous avez eu toute votre information, si pour une raison X, qu'on dit qu'on ne veut pas financer,
mais il n'y a rien qui nous empêche d'avoir complété les autres étapes. Il n'y a rien qui nous empêche d'écrire tous nos vœux. C'est déjà un début que d'avoir rien du tout, selon moi. Il y avait deux autres questions dans le... Une des questions, c'était par rapport à un comptable. Si le comptable peut remplacer le notaire. Ou si on peut faire affaire avec le comptable pour... faire les calculs lorsque le testament comporte plusieurs règles. OK. Alors ça, le comptable ne va pas remplacer le notaire. Chaque situation est complètement différente. Certaines successions vont avoir de la complexité. Alors, mais encore là, un comptable ne remplace pas un notaire. Puis basé sur cette question spécifique-là, ma recommandation, ça serait de consulter un notaire. Mais c'est parce qu'il dit plutôt engager un comptable pour faire les calculs. Moi, je suggérais d'embaucher un notaire, puis le notaire est habitué avec ses procédures. Le comptable va passer une bonne compagnie. C'est des gens qui m'ont écrit. Et l'autre, c'est les frais funéraires sont-ils déductibles d'impôt? Les frais funéraires. Les frais funéraires appartiennent à la personne décédée. Alors, si moi je paye pour quelqu'un, je peux me faire rembourser par la succession basé sur l'ordre de priorité des créanciers. OK? Puisque c'est une dépense personnelle, ce n'est pas déductible d'impôt. Troisième question, je pense que avantage de la Ah, à vous, mon cher. Bon, bien, pour le mot de la fin, simplement, je dirais au nom des membres de l'association qui sont ici présents et ceux qui ont suivi la conférence sur Facebook, je voudrais vous remercier de votre excellente présentation. Je pense qu'avec ça nous a aidé un peu à voir c'est quoi les étapes qu'on devrait suivre pour bien se préparer à cet événement qui va arriver, qu'on le veuille ou non. Je voudrais aussi en profiter pour remercier le groupe Dignité et aux membres de la résidence funéraire, Christine, Robert, Gauthier et Beauchamp, de votre généreux accueil. Vous êtes un partenaire important de la section Outaouais, qui non seulement vous commanditez notre fameux banquet de Noël, mais aussi vous êtes aux premières loges de notre programme de rabais aux membres, comme vous l'avez mentionné tantôt. Avant de terminer, je voudrais vous rappeler que la NRF organise des visioconférences régulièrement. C'est gratuit pour les membres et que la prochaine visioconférence va avoir lieu le 13 février sur la gestion émotionnelle des proches aidants. Et il y en a une autre qui va être suivie le 29 février, une présentation de la SAAC qui est intitulée « Au volant de ma santé », donc le 29 février. Finalement, dernière annonce, peut-être inscrire à votre agenda la date du 10 avril prochain à la cabane en Boiron. Ça va être notre assemblée générale annuelle. Et puis, les informations vont suivre, là, les détails là, dans une de nos prochaines infolettres. Alors là-dessus, je vous remercie beaucoup de votre participation sur place et les gens sur Facebook. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée.